franchement, quand on a mis le sujet en place, je ne pensais pas qu'on allait trouver autant de paradoxes. Donc, prends place. Et je vais appeler tout de suite à cette table ronde Philippe Charlez, Thomas Porcher, Denis Simoneau et Raphaël Borouman, qui finalement sont là pour nous parler de leur vision sur le fait de savoir si ces paradoxes, on les retrouve partout dans le monde ou si c'est nous, avec notre fichue mentalité de Français, qui focalisons sur les contradictions. Je profite pour signaler un livre que vous pouvez retrouver, qui a été écrit par Thomas Porcher et Raphaël Borouman. Alors, il y a un des deux canapés qui va s'élever, sur 20 idées reçues sur l'énergie, avec la préface de Christian de Pertuis. Alors, messieurs, on a beaucoup parlé paradoxes depuis ce matin. Est-ce que ces paradoxes, on les retrouve dans le monde? Qui prend la parole? Thomas, ou peut-être Thomas? Alors, merci Myriam. Donc, moi, je vais revenir sur tout ce qui a été dit ce matin, parce que c'est quand même hallucinant. Donc, il y a un consensus scientifique. Les technologies sont là. On sait ce qu'il faut faire, hein, mais en même temps, on ne le fait pas. Alors, on a besoin d'une validation d'un marché qui nous dirait qu'il faut le faire, alors qu'on sait qu'on doit le faire, puisqu'on n'a qu'une seule planète et qu'on a un objectif précis, mais on a quand même besoin de créer un marché qui nous validerait nos comportements, parce que finalement, et l'anthropologue l'a un petit peu rappelé, on est finalement des animaux très bêtes, parce qu'on continue à faire ce qu'on sait qui est mauvais pour la planète. Et ce qui manque vraiment, c'est pour moi une vision. Il n'y a plus cette vision. Je rappelle quand même que le nucléaire, le développement du nucléaire incroyable en France, 70% de notre électricité, 42% de notre bilan énergétique, n'a pas été construit avec le signal prix. Il y a eu un état stratège, une vision. On y a été. L'Italie n'a pas partagé cette vision et n'y a pas été. Et aujourd'hui, il y a ce manque de vision politique pour moi. Alors certes, pour qu'il y ait un état stratège, il faut qu'il y ait un stratège dans l'État. Et ça, c'est un gros problème. Aujourd'hui, je ne suis pas sûr que si c'est Emmanuel Macron qui dirige le pays, on ira dans le bon sens en termes de renouvelables et de transition énergétique. C'est un point de vue qui est personnel, hein, au vu de ses prises de position pour le diesel, le gaz de couche en France et le PR. Je ne suis pas sûr qu'on aille dans le bon sens. Mais il faut cette vision de long terme. Et il faut qu'en amont de l'innovation, ce soit l'État qui pousse la machine. Ça ne veut pas dire qu'il doit faire tout seul. Mais il faut qu'on fasse un petit peu comme les États-Unis l'ont fait avec Internet, avec les nouvelles technologies. Si aujourd'hui l'iPhone a autant de succès, alors qu'il est très cher, c'est le plus cher des téléphones, et qu'il a plus de succès qu'un téléphone Alcatel qui n'existe plus d'ailleurs, c'est parce que toutes les technologies de l'iPhone proviennent d'innovations du secteur public. De la reconnaissance vocale à Internet, le GPS, tout ça, ce n'est pas Steve Jobs qui l'a fait. Il a récupéré ces innovations publiques. Il faudrait faire la même chose aujourd'hui pour la transition énergétique. Il faudrait faire comme l'ont fait les États-Unis avec Internet et comme on l'a fait aussi avec le nucléaire. Il faudrait y aller plein pot, quel qu'en soit le prix à payer, parce que l'on sait que c'est indéniable. Parce que même si le prix du carbone, je suis d'accord, moi, il faut un prix du carbone et c'est une réalité, même si après, comme l'a dit Christian de Pertuis, il y a des débats après pour savoir quel prix il faut et comment le construire. Mais il y a bien une chose qu'a dit Christian de Pertuis, il a dit ensuite le mécanisme reste à discuter. Et c'est là que provient le problème, c'est qu'il va falloir discuter comment on crée ce marché. Et l'expérience européenne nous montre qu'on l'a très mal créé. Parce que là, il y a des rapports de force, il y a des lobbies, certains ne veulent pas tel prix, certains en veulent d'autres. Et au final, on arrive toujours au dénominateur le plus faible, puis on arrive à un prix du carbone, comme aujourd'hui, qui est à 5, alors qu'il devrait être à 100. Et donc, qui est plutôt une incitation à ne pas changer, plutôt qu'une incitation à changer. Donc, quand on va devoir faire ce marché, il ne faut pas oublier qu'il y aura ces rapports de force très forts, et que le marché, ce n'est pas une main invisible comme ça qui tombe du ciel, c'est quand même une construction humaine. Merci. Alors, Raphaël, sur ce propos. Alors déjà, il faut comprendre qu'une politique énergétique idéale, ce serait une politique qui combinerait lutte contre le réchauffement climatique, garantie du pouvoir d'achat des consommateurs, compétitivité industrielle et sécurité d'approvisionnement. On voit bien que ces quatre objectifs ne peuvent pas être atteints en même temps, donc il n'y a pas de politique énergétique parfaite. C'est un arbitrage entre différents mots, MAUX, de long terme qu'il va falloir faire. Et ce qui est intéressant comme premier paradoxe, c'est que, comme l'a dit mon ami et co-auteur Thomas,
On a libéralisé le marché de l'énergie en Europe en disant c'est le marché qui doit choisir en fonction de signaux de prix les technologies les plus compétitives et en même temps on fixe des objectifs quantitatifs en matière d'énergie renouvelable. Ce qui d'ailleurs est très bien, mais ce n'est pas du tout dans une logique de marché. Donc ça c'est un premier paradoxe qui est très important. Sur le prix du carbone, on nous dit le marché de l'électricité de gros en Europe est un fiasco, celui du carbone aussi. En tout cas il y a des dysfonctionnements. Et on fixe un prix plancher du carbone, qui a l'air d'être une très très bonne idée, mais ça fait peut-être partie de ces nombreuses fausses bonnes idées en matière énergétique, puisque le problème est lié à un surplus d'offres sur le marché du carbone. Si on fixe un prix plancher, on ne fait que déplacer le problème et ne pas réduire les émissions de CO2, mais les transférer là où il n'y a pas de prix plancher pour le CO2, parce qu'en France, on ne l'applique qu'au charbon. Donc soit on applique un prix du CO2 à l'ensemble des pays et un dispositif qui soit général, soit ça n'entraînera que des transferts et pas une baisse globale des émissions. Mais après, il y a beaucoup d'autres choses à dire, mais comme on est plusieurs intervenants, je laisse la suite. Denis, quelle est la vision d'un grand groupe dont, rappelons-le, le patron a déclaré, parmi d'autres d'ailleurs, que le prix du CO2 était indispensable et qu'il fallait y aller? C'est clair. Gérard Mestral est très engagé. Il l'était dans la COP 21, il est dans la COP 22. Isabelle Kocher, qui maintenant est notre directrice générale, l'est également. Elle sera à Marrakech, d'ailleurs, au mois de novembre. Moi, ce que je voulais souligner comme paradoxe, c'est peut-être trois paradoxes. Le premier, c'est que si la COP 21 a été un succès, c'est parce qu'il y a eu une méthode innovante, je pense, de la diplomatie française. Je suis un ancien diplomate, donc j'en profite. Michel Sabon a parlé de Laurent Fabius, qui s'est beaucoup impliqué. Je crois que ce qui a permis la conclusion de cette négociation, c'est que c'était une négociation des Nations Unies, et ça reste une négociation des Nations Unies, bien sûr, 195 pays, mais c'est un peu compliqué. Et ce qui a favorisé, je crois, une conclusion positive, c'est d'avoir ajouté 2 corbeilles de négociation. Une corbeille nationale, finalement, avec une émulation des différents pays avec les fameux engagements des nations, les INDC, et puis surtout une troisième corbeille qui était la corbeille de la société civile, les engagements pris par les uns et les autres, que ce soit les villes, les territoires, que ce soit les entreprises, que ce soit les associations, les citoyens qui ont été associés dans cet agenda des solutions. Donc premier paradoxe, une négociation des Nations Unies, mais qui peut se conclure grâce finalement aux autres intervenants que les Nations Unies elles-mêmes. Le deuxième paradoxe, c'est qu'il y a eu une forte mobilisation, effectivement, au mois de décembre, et tout le monde était ravi de cette conclusion. Mais comme l'ont dit plusieurs interlocuteurs intervenants ce matin, on se rend compte, après 6 mois après, que c'est pas gagné, cette affaire. On l'a bien dit, 22 pays seulement ont ratifié aujourd'hui, représentant 1,08% des émissions. Il y a un seul pays industrialisé, la Norvège, et surtout l'essentiel des petites îles qui ont bénéficié de la réunion du 22 avril à New York pour dire « nous, on est les premiers touchés par le changement climatique, donc nous allons déposer nos instruments de ratification ». La France n'est pas comptabilisés aujourd'hui encore dans ces 22 parce que nous n'avons pas déposé les instruments, même si le processus interne est terminé. Mais je pense qu'il faut bien être conscient qu'il faut que les grands émetteurs, évidemment, ratifient. Et aujourd'hui, on a quand même des interrogations par rapport à la Chine qui avait dit que ça sera fait avant la réunion du G20, c'est la semaine prochaine, enfin dans 15 jours, le 4 et le 5 septembre, et je ne crois pas que les Chinois seront prêts. Il y a les Américains qui ont dit on va nous aussi ratifier avant la fin de l'année, mais relisez pas parce que ça vaut pas la peine, mais entendez quand même ce que dit Donald Trump quand il dit l'accord de Paris, moi j'en veux pas. D'abord, je veux pas aller en France, d'abord, je veux pas parler à ces gens, mais en plus l'accord, ça ne m'intéresse pas du tout. Donc c'est quand même une petite question. Il a quand même des chances d'être élu, ce monsieur Donald. Troisième remarque sur la difficulté, vous avez des grands émergents qui commencent aussi à mettre en cause l'accord de Paris. Le nouveau président philippin, qui lui aussi, dans le style, est assez croquignolesque, a déclaré lui aussi que l'accord de Paris ne connaissait pas et qu'il n'avait pas envie de rentrer dans ce jeu. Les Philippines, quand même, ce n'est pas un pays neutre en termes de pays émergents pour l'application de l'accord de Paris. Et donc, du coup, j'en viens à mon troisième paradoxe. Je pense que nous arriverons à mettre en œuvre l'accord de Paris uniquement si, effectivement, la société civile se mobilise. Et ça, je crois que je rejoins ce qui a été dit par certains déjà, c'est-à-dire qu'il faut vraiment que chacune et chacun d'entre nous se mobilise sur ces impératifs, sur ces objectifs. Et ce qui me rassure, là, pour le coup, pour finir quand même sur une note optimiste, c'est qu'il y a beaucoup d'initiatives qui existent et qui sont bien engagées.
Nous avons de notre côté lancé ce qu'on appelle Terawatt Initiative autour de Solaire Direct, qui est notre filiale que nous avons acquise l'année dernière. Thierry Lepère, Isabelle Cocher sont très impliqués sur cette alliance solaire qui vise à créer les conditions de la mise en œuvre d'un plan solaire au niveau mondial, en appui de l'initiative institutionnelle prise par les Indiens et les Français qui s'appelle l'Alliance solaire internationale. Il y a la coalition carbone dont Christian Depertuis a parlé et dans laquelle Gérard Mestral est très impliqué. Le rapport qui a été fait avec Pascal Canfin et M. Grandjean en termes de mise en œuvre d'un prix carbone, d'un corridor de prix notamment au niveau européen est un rapport très important. Il y a la mission innovation aussi en termes de recherche et de développement qui regroupe une vingtaine de pays autour de l'initiative qui a été présentée par Bill Gates au moment de la COP21. Donc beaucoup d'initiatives comme ça de la société civile qui me rassurent quand même sur la mise en œuvre de cet accord. Merci. Alors, on va vraiment... Demain, on passera à notre jour de solutions et ce qui est fait. Mais quand même, avant, on doit vraiment faire le tour de ces paradoxes parce qu'un problème bien compris, à demi résolu. Donc Philippe, vous me disiez, oui, moi je reviens des États-Unis, le gaz de schiste, on entend Denis parler du programme en matière d'environnement de M. Trump. Quelle est votre vision ? Alors, donc, moi, je suis un peu un intrus ici, mais il en faut, puisque je viens de l'oil and gas. Alors, je ne sais pas si, au point de vue paradoxe, en fait, j'en relève essentiellement 3. Je viens de terminer un ouvrage que j'ai intitulé « Croissance, énergie et climat », où j'ai relevé beaucoup de paradoxes. Et en fait, ici, j'en relève 3. Le premier, c'est de savoir est-ce que la baisse du prix du pétrole est, oui ou non, un risque ou une opportunité pour les renouvelables. Alors là, je voudrais vous donner 2 chiffres. Donc, c'est qu'aujourd'hui, 95% des transports, c'est du pétrole. Donc, c'est-à-dire que sortir du pétrole dans les transports, c'est quelque chose qui prendra du temps, incontestablement. On parle toujours des voitures électriques, mais on oublie, par exemple, le transport maritime qui se fait uniquement à base de pétrole et qui représente plus d'un tiers de la consommation pétrolière dans le domaine du pétrole. On oublie les avions. On n'est pas prêt à faire bouger des avions et des bateaux sans pétrole. Mais par contre, le pétrole, c'est seulement 5% de l'électricité mondiale. Or, on sait que les renouvelables, les compétiteurs des renouvelables, c'est essentiellement à l'intérieur du mix électrique. Et donc, aujourd'hui, le pétrole n'est pas vraiment un compétiteur des renouvelables à l'intérieur du mix électrique. Ça, c'est un premier point qui est quand même essentiel. Par contre, il faut savoir qu'en Europe, ce n'est pas le cas aux États-Unis, le gaz est indexé sur le prix du pétrole. Et donc, ça veut dire que quand le prix du pétrole baisse, le prix du gaz baisse de façon, c'est extrêmement bien corrélé. Et donc, ça veut dire qu'effectivement, la baisse du prix du pétrole rend le gaz beaucoup plus compétitif par rapport au charbon et par rapport aux renouvelables. Et donc, ça veut dire que la baisse du prix du pétrole pourrait influer sur un modèle où les renouvelables s'appuient sur le gaz pour les intermittences. Donc ça, c'est un premier paradoxe que je relève. Donc, c'est-à-dire que ne voyez pas la baisse du prix du pétrole nécessairement comme un ennemi des renouvelables. Le deuxième paradoxe, et ça je crois qu'il est très important, il a été relevé. Alors on a parlé d'efficacité énergétique. Moi, il y a un terme que je préfère à l'efficacité énergétique, c'est l'intensité énergétique. Donc je vous rappelle que l'intensité énergétique, c'est le rapport entre la production de richesse et l'énergie. Et donc ce qu'il faut savoir, c'est qu'en Europe, on consomme à peu près 1 kWh pour produire 1 euro de richesse. En Chine et en Russie, c'est 5. Donc, c'est-à-dire que globalement, il faut 5 fois plus d'énergie, 4 fois, 5 fois plus d'énergie en Chine et en Russie pour produire la même quantité de richesse. Et donc, c'est là qu'on voit que les grandes réserves d'efficacité énergétique, mais plutôt d'intensité énergétique, de réduction d'intensité énergétique, ne se situent pas chez nous, même aux États-Unis où ils sont environ à 1,5, ils sont moins bons que nous, mais vraiment dans les pays émergents. Et donc, se pose vraiment, et c'est un paradoxe, le problème du financement de cette transition énergétique, puisque ce n'est pas nécessairement là où l'intensité doit être diminuée que se trouve l'argent nécessaire pour la faire baisser. Et c'est quelque chose qui est d'ailleurs valable, j'ai appelé ça le syndrome du pauvre, c'est-à-dire que globalement, là où il y a le plus de pauvreté, c'est évidemment là où il y a le moins de technologie et là où il y a le plus de réserves. Et c'est beaucoup plus facile de passer de 5 à 2 que de passer de 1 à 0,9.
Et c'est pareil d'ailleurs en ce qui concerne par exemple l'habitat, passer de G à C est beaucoup moins coûteux et beaucoup plus efficace au point de vue énergétique que passer de B à A qui coûte très cher. Le problème est que ce sont plutôt les gens qui ont des logements en B et en A qui ont les moyens de faire des transformations et pas ceux. Donc là, et le troisième paradoxe, alors mon voisin l'a dit, on sent bien dans le débat qu'il y a eu ici que la transition est focalisée climat. Or, n'oubliez pas, et mon voisin les a donnés, il y a 3 grands piliers à la transition. Il y a le climat, deuxièmement, il y a la compétitivité des entreprises, et troisièmement, il y a l'indépendance énergétique, ou disons pas l'indépendance, mais plutôt la sécurité énergétique. Et donc, pour vous expliquer l'importance de cette sécurité énergétique, j'ai eu lors d'un séminaire il y a 1 an à Bruxelles une discussion avec, alors je ne me souviens plus de son nom, Madame Lepage, vous devez le connaître, c'est l'ancien président du Parlement européen qui était polonais avant. Voilà. Et donc, il a fait un exposé où, effectivement, il a expliqué qu'il faut savoir que la Pologne est un pays 90% charbonnier au point de vue électrique, et où il a clairement expliqué que pour lui, l'indépendance ou la sécurité énergétique de la Pologne vis-à-vis de la Russie passait bien avant le problème climatique. Et donc, je crois effectivement que l'analyse géopolitique et la compréhension des relations entre pays est quelque chose de fondamental dans la transition énergétique. Voilà, je m'arrêterai là. Je voulais ajouter juste une chose en fait dans les paradoxes aussi, c'est qu'on se rend compte, quand on discute de la COP21, on a l'impression qu'on est dans un espèce de, il y a plein de pays et que chacun a les mêmes forces et que l'on discute entre nous, alors que pour le coup là il y a vraiment des effets d'imitation, des effets de ruissellement. Il n'y en a peut-être pas pour les richesses, mais pour les effets d'imitation il y en a, et pour les technologies il y en a aussi. Et donc il faut s'interroger vraiment de la responsabilité des pays développés. Quand vous regardez l'évolution de l'IDH avec la consommation en équivalent pétrole, il y a une corrélation au départ, puis à un moment, l'augmentation d'énergie en équivalent pétrole augmente et l'IDH stagne. Et vous avez tout un tas de pays développés qui sont largement au-dessus, c'est-à-dire qui pourraient consommer moins d'énergie sans porter atteinte à leur IDH. Vous avez les États-Unis, bien sûr, l'Australie, le Japon. Donc il y a de ces pays qui sont très riches, qui sont les plus riches, qui ont toutes les technologies, qui ont une qualité de vie élevée. Il y a une forme d'hypocrisie climatique. Aujourd'hui, les pétroles et gaz non conventionnels, la révolution des pétroles et du gaz de schiste a eu lieu où? Dans la première puissance mondiale, celle qui a l'argent, les technologies pour engager la transition. Ça n'a pas eu lieu dans un pays émergent. Les sables bitumineux, le Canada, grande puissance. L'Arctique, qui commençait à fondre, et quelques entreprises qui étaient intéressées, parce que ça fond à cause du réchauffement climatique, mais il est possible que comme ça fond, il y ait des réserves de pétrole. Et là, les entreprises qui sont intéressées, c'est 4 majors, je ne vais pas en citer, il y en a une qui est française, 4 majors de l'énergie, qui sont intéressés d'aller voir si, en dessous de l'Arctique qui fond, il y a des énergies. Qu'est-ce que c'est que ça? On est censé, normalement, être les premières puissances, les plus riches, montrer l'exemple. Et il y aurait un phénomène d'imitation très fort si on montrait l'exemple, parce que c'est nous qui avons les technologies. Si demain, on a plus de 85% des machines de forage sont aux États-Unis. Si demain, les États-Unis disaient, écoutez, moi, le forage, ça ne m'intéresse plus, il lancerait un mouvement et il y aurait un effet d'entraînement. Ça s'est tout le temps passé en économie. Et je veux dire, quand vous analysez aujourd'hui l'économie avec un biais un peu trop fort d'économistes, vous avez l'impression qu'on est sur un marché concurrentiel, que chaque personne a sa voix. C'est comme quand on vous dit qu'à l'OMC, tout le monde a une seule voix et peut parler. Quand le Mali parle, vous ne l'écoutez pas autant que quand les États-Unis parlent. Il faut arrêter d'être naïf. Vous voyez? Et c'est pareil pour la transition énergétique. Donc si ce n'est pas les pays riches qui prennent le leadership là-dessus, et l'Europe aurait dû prendre ce leadership, et elle avait commencé par le faire, mais aujourd'hui ça ne va pas dans le bon sens, il n'y aura pas un effet d'entraînement. On ne peut pas attendre que le Mali prenne le leadership. Et ensuite, pour la Chine, c'est un grand pays émergent qui ne veut pas respecter, mais il y a une grosse partie de nos industries qui sont aussi là-bas. On a exporté nos émissions de CO2 dans ces pays-là, et nous consommons les biens qui sont fabriqués dans des conditions carbone et sociales mauvaises. Donc là aussi, il ne faut pas être hypocrite. Aujourd'hui, dans la littérature scientifique, on ne parle plus d'émissions de CO2, mais on parle plutôt d'émissions consommées. Et vous avez tout un tas de l'école des mines, notamment à Paris, mais aussi des chercheurs chinois et des chercheurs américains qui ont refait des calculs d'émissions consommées. Et quand on discute aujourd'hui, il faudrait prendre également, en plus des émissions émises, ces émissions consommées. C'est un paradoxe de ne parler que des émissions émises et d'aller faire sous-traiter nos pays quand ça nous arrange, et après de les accuser d'émettre beaucoup de CO2.
Oui, alors, piste pour le deux prix. remarques sur ce que tu viens de dire. Donc la première, c'est qu'il ne faut quand même pas perdre de vue aujourd'hui que 75% du charbon mondial est consommé dans les émergents. Donc ce qui veut dire que les pays de l'OCDE sont quand même bien avancés. D'ailleurs, à nouveau... Comment ? C'est vrai. Alors là, c'est sûr que ce n'est pas très facile de discuter de ce côté-là. Est-ce que c'est le fabricant ou est-ce que c'est le consommateur qui doit être taxé de ces émissions? Alors là, je ne m'aventurerai pas sur ce terrain un petit peu glissant. La deuxième, c'est que, simplement pour rebondir sur les gaz de schiste, ça a quand même permis aux États-Unis de réduire ses émissions de près de 15%, puisque ça a diminué le prix du gaz largement aux États-Unis et ça a permis une transition du gaz vers le charbon. Alors le charbon, du coup, est allé vers l'Allemagne. Il est allé vers l'Europe puisqu'il était moins cher à l'époque où le pétrole était élevé. Ce qui vous montre qu'il y a un espèce de jeu de domino et que c'est très difficile de décider à l'intérieur d'un pays d'une transition énergétique et que si ça ne doit pas être planétaire, parce que c'est quand même difficile, ça doit, au moins au niveau de l'Europe, tant qu'on n'aura pas une taxe carbone européenne, ça ne marchera pas, c'est évident. Juste deux réactions très rapides. D'abord sur la capacité à écouter les uns et les autres. Moi, je crois quand même qu'à la COP 21, j'y ai passé pas mal de temps, ce qui m'a frappé, c'est que la présidence française faisait en sorte d'écouter chacun. Il y avait vraiment un dispositif, tous les ambassadeurs étaient mobilisés, et chacun rencontrait telle délégation, tel groupe de pays. Enfin, il y avait vraiment une attention portée à chaque délégation. C'est vrai que le Mali pèse pas le même poids que les États-Unis, mais chacun a été écouté. Il y a eu vraiment une prise en compte de cette dimension-là. Je voulais réagir à ce que disait Thomas à l'instant. Sur le charbon, peut-être un commentaire, parce que nous avons pris la décision Engie il y a déjà maintenant plus de 6 mois, avant même la COP 21, donc ça fait presque un an maintenant, de ne plus investir dans des projets charbon. Or, nous sommes très présents dans les pays émergents. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, c'est très coûteux pour nous. Il y a beaucoup de pays qui se tournent vers nous, qui disent « Attendez, vous aviez prévu de faire ce grand investissement avec nous, comment ça se fait ?» Je me souviens, pour l'anecdote, avoir été au mois d'octobre dernier au Japon avec Gérard Mestralet. On a rencontré plusieurs entreprises japonaises et ils étaient ravis. Ils disaient, c'est vrai que vous allez abandonner vos investissements charbon en Indonésie, en Mongolie, etc. Alors, ils disent, bah oui, parfait, c'est formidable, merci. Et eux vont le faire sans problème. Oui, en fait, on parle de la transition énergétique, mais je pense qu'il y a autant de transition énergétique ou même plutôt de transition électrique qu'il y a de pays dans le monde. On ne peut pas regarder un pays comme la Chine où 80-90% de l'électricité est à base de charbon et la France dont 78% de l'électricité est d'origine nucléaire, en leur disant qu'il faut avoir à peu près la même approche. Donc ça déjà, il faudrait avoir une approche différenciée en matière de taxation carbone en fonction des contextes locaux. Et le deuxième point, c'est qu'il ne faut pas oublier que les énergies sont en compétition les unes avec les autres. Donc le charbon a gagné la bataille contre le gaz en Allemagne, par exemple, parce que la logique de marché a fait que les centrales charbon étaient plus compétitives. Et donc il ne faut pas oublier, quand on prend une mesure sur une énergie, qu'elle aura des effets sur les autres énergies. Et parfois, la politique française... on disait que E5T était un think tank opérationnel. Il faudrait qu'il y ait des études non seulement d'opportunité, mais de faisabilité quand il y a des décisions qui sont prises. Quand on regarde la fiscalité sur le diesel versus sur l'essence et l'écart de fiscalité, ce n'est pas comme ça qu'on va pouvoir inciter à des modifications de comportement, alors que le contexte était exceptionnel en octobre dernier. Il y avait eu le scandale Volkswagen, la COP21 qui allait arriver, et des prix d'énergie fossile extrêmement bas. Le pétrole était en dessous de $40. On pouvait vraiment aller beaucoup plus loin en termes d'alignement de la taxation diesel et essence. Ça a été une mesure gadget qui a été prise par le gouvernement. Et c'est bien dommage de rester dans le symbolique alors que l'énergie doit avoir des dimensions opérationnelles et concrètes pour les citoyens. Je voudrais quand même avoir une petite touche positive qui, en m'appuyant sur le commentaire de Philippe sur l'intensité énergétique, en regardant au niveau mondial ce que les économistes ont réussi à démontrer. On a fait des calculs d'évolution de l'intensité énergétique depuis 1870, donc on remonte à assez longtemps, et on a observé que l'intensité énergétique, je rappelle, c'est la quantité d'énergie produite par unité de richesse, donc par PIB, par unité de PIB. Que dans tous les pays du monde, elle a monté parce qu'on a remplacé le travail animal
et le travail humain par des machines, donc on consomme de plus en plus, elle a atteint un pic et elle descend. Et tous les pays, 200 pays dans le monde suivent la même trajectoire, une courbe en cloche comme ça. Simplement, tous les pays redescendent, y compris la Chine, y compris les pays fortement émetteurs. Ils ne descendent pas tous à la même vitesse. Et ce qui est l'effet donc ça vient le fait qu'ils aient des courbes parallèles, ça vient du fait que la globalisation entraîne le choix de technologies les plus vertueuses. C'est comme ça qu'on est passé directement à l'iPhone dans des pays africains sans passer par les réseaux filaires. Dès qu'une innovation technologique apparaît, il va y avoir un saut d'une technologie à une autre. Donc je pense que même si on chasse le charbon, comme on l'a dit, d'un pays de l'Europe, comme tu l'as dit, à la Chine, finalement le charbon va finir par le coincer de quelque part, et l'ensemble des pays du monde vont essayer de sortir cette espèce de virus de leur économie. Et je pense que ça, c'est une des vertus de la globalisation. Il en existe quand même quelques-unes. Oui, d'ailleurs, simplement, excusez-moi, une seconde. Donc l'intensité énergétique mondiale, aujourd'hui, elle est à 2,1 kWh par euro. Et en Europe, elle est à 1 kWh par euro à peu près. On est les champions de l'intensité énergétique mondiale. Et on sent très bien d'ailleurs, quand on voit la courbe en cloche dont tu parles, qu'elle tend vers une asymptote qui est quand même pas tellement en dessous de 1 kWh par euro. Donc ce qui veut dire que nous, en Europe, je ne voudrais pas, mais on a presque fini notre transition énergétique. Et que si on passait instantanément des 2,1 au 1, ce qui est possible puisque ça a été réalisé en Europe, on retournerait aux émissions de CO2 de 1970, ce qui veut dire qu'on ferait nettement mieux que les 1,5%. Donc là, je confirme la personne qui parlait d'efficacité énergétique, c'est que la transition repose bien plus davantage sur une réduction de l'intensité énergétique, donc sur des économies d'énergie à richesse constante, bien plus que sur des déplacements d'énergie vers une autre. C'est beaucoup plus compliqué et c'est beaucoup moins efficace. Je voulais juste rebondir sur... Je suis désolé, alors là, je vais rebondir sur votre exemple, sur ton exemple que tu as dit avec l'histoire des Japonais qui reprennent les centrales à charbon. On est vraiment dans un arbitrage entre le court terme et long terme. C'est exactement ça. Qu'est-ce que l'on veut faire de nos champions? Parce que moi, je suis partisan, et je le vois bien, et contrairement à certains de mes amis, je pense que la transition se fait avec les gros, moi. Je pense qu'il faut regarder, faut penser grand, donc avec nos gros opérateurs. On n'arrive pas en France à comprendre qu'il y a eu des avantages comparatifs pour nos majors, mais qu'à un moment, il faut savoir changer. Le nucléaire a été probablement un avantage en termes de compétition. Maintenant, il faut comprendre que voilà, le marché n'est plus le même, qu'il y a plus de parts de marché à prendre, que les coûts sont croissants et qu'il faudrait peut-être aller ailleurs plutôt que de rester sur cet avantage comparatif. C'est pareil pour le diesel. Ça a été un avantage comparatif au début des années 90 pour nos constructeurs automobiles. Ils sont restés tellement accrochés qu'ils ont failli faire faillite, pendant qu'à côté, vous avez les États-Unis, Tesla, qui fait des batteries électriques, qui fait des trucs super, des voitures sans chauffeur, enfin, qui essaye d'innover, qui prend des risques, etc., avec l'aide de l'État, parce que Tesla a reçu 4,9 milliards de dollars de l'État américain, soit dit en passant. Donc vous voyez, là, on a vraiment des intérêts alignés, et une main invisible, pour le coup, là, pour ceux qui sont fans de ça, entre ce que veut l'État et ce que font les entreprises. Or, chez nous, ce n'est pas du tout ça. Donc, là, GDF, c'est quoi? Est-ce que l'on reste sur des centrales à charbon qu'on essaye d'améliorer à la base, etc., ou est-ce que l'on essaye justement de devenir un leader et d'être dans une position favorable qui nous permettra d'avoir une rente en termes de profit, une rente de monopole, parce qu'on sera les meilleurs? Ou est-ce que l'on reste sur le charbon? Donc il y a vraiment une dynamique de court terme et de long terme. Et moi, pour nos opérateurs, avant qu'ils se retrouvent dans la situation d'EDF, parce qu'ils sont restés sur un avantage comparatif que le nucléaire, où ils sont maintenant sortis du 440 et ils sont dans le rouge dans tous les sens et tout le monde démissionne et tout le monde s'en va, avant qu'on arrive à cette situation pour d'autres de nos grands opérateurs, je pense qu'il faut avoir une vision qui dépasse le court terme. Et cette vision de marché qu'on nous impose, c'est une vision volatile en termes de prix, et court-termiste. Et c'est ça qui est très dangereux. Et le signal prix ne fonctionne pas tout le temps. Le prix du pétrole a été multiplié par 5 entre 2002 et 2012 et nous a permis quoi? De passer à une autre énergie moins polluante? Non, il nous a permis de trouver des énergies à 6000 mètres de profondeur, à permettre au pétrole de schiste d'être rentable et au pétrole bitumineux d'être rentable. Raphaël. Oui, moi je voulais juste très rapidement dire qu'il fallait garder à l'esprit que les subventions aux énergies fossiles dans le monde sont à peu près à 5300 milliards de dollars, ça fait 10 millions d'euros la minute. Donc pour 6 mois ou quelques mois après l'accord de Paris, il faut garder ce chiffre en tête, que les systèmes énergétiques sont très caractérisés par une forte inertie.
Donc ce qu'on va faire maintenant, on en verra que les résultats positifs dans quelques années. Et juste pour conclure rapidement sur ce qu'a dit Thomas sur le nucléaire, je pense qu'une entreprise qui a 35 milliards d'euros d'endettement, a un chantier de maintenance des centrales à hauteur de 50 milliards, qui doit sauver Areva, ce qui va coûter 3 milliards, pourrait éventuellement réfléchir à décaler un petit peu dans le timing le lancement d'Hinkley Point, qui est évalué à 24 milliards et dont le prix garanti sur 35 ans, c'est pas sûr que le gouvernement britannique, qui est caractérisé par une culture très libérale, puisse effectivement faire passer auprès de ses citoyens le fait d'investir 30 milliards pour acheter du nucléaire franco-chinois sur 30 ans. Sachant que les Chinois, eux, ont prévu que si le gouvernement ne respectait pas son engagement de prix garanti en Grande-Bretagne, il demanderait une indemnité à EDF. Donc je voudrais aussi qu'on garde ça à l'esprit. Denis, merci. Un dernier mot pour conclure, parce qu'on voit un tunnel lent, mais des lumières au bout du tunnel. Donc, Non, pardon, je voulais juste réagir. Je pense qu'il faudra donner la parole quand même à un représentant d'EDF. Mais en tout cas, du côté d'Engie, moi je suis très à l'aise avec ce qu'a dit Thomas Porcher. Je suis un peu inquiet parce que d'habitude on est un peu en désaccord, mais pas tant que ça finalement. Mais non, pour dire simplement que je pense qu'effectivement aujourd'hui chez Engie, on a pris en compte cette transition énergétique. Et réagir aussi à ce que disait Raphaël, je pense que la transition énergétique, bien sûr, elle est différente selon les continents, selon les pays, mais elle va quand même dans la même direction. C'est-à-dire que tous ces pays-là sont face à un même objectif qui est de réduire leurs émissions de CO2 et de faire en sorte qu'ils aient des modes de production qui soient moins émetteurs de gaz à effet de serre en général. Et c'est valable quel que soit le mix énergétique d'un pays aujourd'hui. C'est l'analyse que nous avons faite, nous, en disant la transition énergétique, j'en avais parlé l'année dernière, c'est les 4D, la digitalisation, la décentralisation, la décarbonisation, la diminution de la demande. Ça s'applique partout, à des rythmes différents, dans des conditions différentes. Mais c'est pour cela, effectivement, qu'on a décidé de changer notre business model et de dire aujourd'hui, le charbon, on n'en fait plus et on va de plus en plus vers le renouvelable, vers l'efficacité énergétique. C'est l'objectif aujourd'hui d'une société comme Engie. Merci. Merci. Donc chacun aura son tas de paroles. Merci et EDF également. Merci pour ce débat animé. Et